Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste, consultante et cofondatrice de VetoJob. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre toute jeune consoeur Cécile Michaud. Bonjour Cécile. Bonjour Marie. Alors Cécile, tu es sortie de l'école de Nantes Oniris tout récemment, en 2021. Tu es née en 97, donc tu fais partie du tout début de cette génération Z qui fait si peur. Tu as un parcours classique, c'est toi qui le dis, 2 ans de prépa, 5 ans à Oniris, dont une dernière année d'approfondissement en équine. Et quand tu étais en dernière année d'école, tu as posté un message sur le groupe Facebook SPQVA, qui était anonyme à l'époque, et qui concernait le mal-être des étudiants vétérinaires et qui a fait pas mal de bruit, on en parlera dans cet épisode. Diplôme en poche et sans internat, ce qui est assez rare en équine, tu entres dans la vie active en cumulant demi-temps en équine entre le Finistère et la région nantaise. Tu feras ça 6 mois et finalement tu te positionnes sur la clinique à côté de Nantes où tu travailles toujours aujourd'hui. Alors, t'as pas mal de loisirs. Tu m'as envoyé une petite liste. Lecture, promenade, photo animalière, violoncelle, que tu viens de débuter. Et j'ai trouvé qu'ils avaient tous un point commun. C'est qu'il s'agit d'activités calmes et contemplatives. Donc, je me doute que ça doit avoir quelque chose à voir avec ta personnalité. On en reparlera. Aujourd'hui, t'es épanouie dans ton métier et tu avais envie de partager avec nous ton expérience, notamment à l'école vétérinaire. Car comme tu le dis, tu as un peu plus de recul maintenant. Et tu m'as aussi dit que tu voulais partager un message positif et que le soleil s'annonçait souvent après les nuages. Et c'est sûrement cette dernière phrase qui m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur toi. Cécile, on y va ? Super. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des études vétérinaires ? Encore une fois, pas trop d'originalité, mais voilà, j'ai toujours voulu être vétérinaire. Quand j'étais petite, il y a eu d'autres passades, mais depuis la fin de collège, c'était vétérinaire. Et après, je pense que ce qui me plaît vraiment dans ce métier, c'est le fait que on n'a jamais de journée identique. On n'a pas de routine. Chaque journée est complètement différente. Et c'est un métier qui est vraiment stimulant intellectuellement. On a cette rigueur scientifique, ces choses-là qui vraiment m'attiraient dans ce métier-là. Donc, tu passes par la classe préparatoire. Oui. Et tu arrives à l'école de Nantes. Comment tu choisis l'école que tu intègres ? Alors Nantes, c'était mon premier choix. En fait, géographiquement, moi je viens de Dordogne, donc j'étais près de Toulouse ou de Nantes. Et en fait, mon compagnon était plutôt breton. Donc j'ai préféré mettre Nantes en premier et c'est ce que j'ai eu. Donc c'est un choix du cœur, on va dire. C'est important de le dire. Et comment ça se passe ces premiers temps à l'école, l'intégration ? Qu'est-ce que tu y découvres ? Qu'est-ce que tu y apprends ? Les premières années, elles se passent tranquillement. Après, je suis un peu entre guillemets particulière dans le sens où moi j'ai pas fait du tout l'intégration. Ils m'ont fait peur au premier jour, donc j'ai fui l'intégration. Ah, c'est vrai, t'as fui l'intégration ? Ouais, j'ai pas du tout fait l'intégration. Est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé ? Le premier jour, je sais pas comment c'est dans les autres écoles, mais ils nous mettent tous, ils nous poussent tous dans l'amphi, le plus grand amphi, dans le noir, et donc on se fait marcher dessus, on a cassé ma chaussure, et ensuite ils crient des chansons paillardes pendant un certain temps, et voilà, moi j'étais pas du tout à l'aise dans ce milieu-là, confinement, dans le noir, au milieu des gens, je suis pas agoraphobe ou claustrophobe, mais enfin là c'était vraiment trop limite pour moi, ils m'ont fait peur, et après ça je suis partie et je suis pas revenue. Non mais d'accord, c'est intéressant parce que finalement ton premier tu fais 2 ans de prépa, c'est long, ça te demande beaucoup d'investissement personnel et ce premier contact avec le monde vétérinaire, en fait, il est pas super agréable en fait. Non, clairement pour moi c'était un peu violent, oui. Après,
le reste de la scolarité, voilà, j'ai pas été en soirée, tout ça, parce que c'est pas mon délire de boire, tout ça. Moi, j'avais ma petite vie rangée avec mon homme chez moi et j'étais pas du tout à l'aise dans le milieu étudiant fêtard. Je condamne absolument pas ce qu'ils font, mais c'est juste, voilà, on a chacun sa manière de s'amuser et moi, ça correspondait pas du tout à mes envies, quoi. Est-ce que tu as eu un sentiment d'exclusion ou est-ce que c'était, voilà, tu t'étais très bien comme ça et ça ne t'a pas posé plus de questions que ça? À la fois les deux, dans le sens où bah forcément j'étais pas super intégrée non plus au niveau des étudiants. La plupart en fait ils comprenaient pas pourquoi, ils avaient l'impression que je les jugeais alors que en fait non, mais du coup on se comprenait pas et donc forcément on n'avait pas énormément d'affinités particulières. J'avais un petit groupe d'amis, j'avais mon homme chez moi et je le vivais très très bien, hein, mais non, j'étais pas vraiment intégrée socialement à l'école, clairement. D'accord. Et sur la partie plus scolaire, est-ce que ce que tu y apprends est conforme à ce que tu attendais? Au niveau scolaire, oui. Bah alors, du coup, ça va un peu avec, mais j'étais quelqu'un de très studieuse. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'ai plus travaillé en première année d'école qu'en prépa. Mais après, voilà, j'ai appris un peu à... Faut dire que les premières années théoriques, elles sont quand même très très lourdes en termes d'apprentissage. Hein. Bah oui, c'est ça. Et puis moi, dans ma tête, c'était inenvisageable de pas aller en cours ou quoi. Donc j'allais à tous les cours, je travaillais chez moi. Voilà, je me mettais vraiment une grosse pression parce que je voulais être une bonne vétérinaire et qu'il fallait pour moi que j'apprenne tout. Et ça t'intéressait, toutes les matières t'intéressaient? Bah, j'ai toujours réussi à m'intéresser à peu près toutes les matières, oui, à trouver un intérêt. Et je suis très curieuse naturellement et donc dès qu'on me propose d'apprendre des choses, moi je prends. Et en quatrième année, pourquoi tu fais ce choix de l'équine? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisageais depuis longtemps? L'équine, c'est assez marrant parce que même quand j'étais assez petite, je disais j'adore les chevaux mais j'ai pas envie de les soigner. Je monte à cheval depuis que j'ai 6 ans, c'est vraiment une partie hyper importante de ma vie. Mais je disais je les adore mais j'ai pas envie de les soigner, je veux faire les chiens, les chats, les vaches. Et tu sais pourquoi ça? Non, honnêtement, je sais pas pourquoi. Et même aujourd'hui, je m'en étonne encore, mais c'était vraiment ancré. C'était, j'ai pas envie de les soigner. Mais je sais pas pourquoi. Et je suis rentrée en école en disant ça. J'ai pas envie de faire d'équine, je veux faire de la mixte. Et puis les années passant, je me suis investie auprès des juments de l'école. Donc j'ai repris un peu plus contact avec les chevaux. J'ai fait des stages où il y avait un peu d'équine et du coup bah ça me plaisait quand même. Et donc finalement, au fil des années, en arrivant en quatrième année, j'ai dit bon finalement je veux faire de la mixte canine-équine. D'accord. Et dans l'imaginaire, enfin dans ce qu'on nous explique un peu à l'école, on a l'impression qu'on peut pas faire d'équine si on n'a pas fait une 5e année équine à l'internat et machin. Bien sûr. Donc, je me suis dit bah je suis obligée de faire une 5e année équine. Donc je me suis lancée dedans. Et c'est pendant la 5e année équine que j'ai fait un stage en itinérante avec 2 super vétos que je remercie. Que tu peux peut-être citer. Ouais, Hélène Schwartz et Laurence Carteron, juste à côté de Périgueux, Saint-Pierre-de-Chignac, voilà, qui m'ont permis de faire un merveilleux stage. Et quand je suis partie de là, j'ai dit c'est exactement ça que je veux faire, donc de l'équine pure, itinérante. Donc changement de programme complètement. Donc, complètement. Grâce à, entre autres, à une rencontre avec des consoeurs qui t'ont montré la voie. Ah ouais, complètement, oui. Et comment se passe cette 5e année en équine à Nantes, du coup? La 5e année équine, alors ce qui est particulier, c'est que moi ma 4e année, c'était l'année Covid, hein, donc on n'a pas eu de clinique quasiment. D'accord. Donc ça a été pas évident, donc on arrive. Tu peux peut-être raconter comment ça s'est passé dans les écoles le Covid. Les écoles, en fait, les hôpitaux, ils ont quasiment fermé pendant un certain temps. Je crois que ça a fonctionné avec que les internes et les profs. Et donc les étudiants de la première à la 5e année étaient assignés à résidence et donc on avait des cours en distanciel et voilà, je sais que par exemple en canine ils nous ont envoyé des kits avec des petits instruments plastiques pour nous entraîner à faire des sutures sur des torchons, etc. quoi. Mais bon, on n'avait plus du tout de contact avec les animaux, pas de clinique. Et toi, t'as passé cette période où, sur le campus, ou t'es rentrée J'étais ici même dans mon appart à Nantes. Donc j'étais pas seule, hein, j'étais avec mon compagnon, mais donc j'étais sur Nantes à 5 minutes de l'école, mais sans pouvoir y aller. Et
sans clinique, c'est pas facile. Et pendant combien de temps t'as pas mis les pieds à l'école? C'est à partir de mars, je crois qu'on a été confinés, à peu près. Mmh. Et donc de mars jusqu'à la rentrée de 5e année, en fait, mars à septembre, on n'a pas mis les pieds à l'école. Ah oui, donc c'est vraiment sur une très longue période. C'est tout un semestre, en fait, qui a sauté, quasiment. Et ça, psychologiquement, tu le vis comment? Je pense que pour nous, enfin, alors je dis nous, mais moi aussi, surtout moi, mais je pense la génération quand même qui a assez peu confiance en elle. En tout cas, moi, c'est le cas, et c'est vrai que c'est ce qu'on entend souvent sur notre génération. Je pense que ça a été encore plus difficile de se sentir légitime à rentrer dans le monde du travail, alors que notre année où on découvre vraiment la pratique, elle a été quasi inexistante. Et je pense que ça a aussi joué un rôle dans le fait que je fasse de l'hygiène pure, dans le sens où j'avais pas fait de canine, en fait. Du coup, en fait, t'as l'impression que on t'a enlevé une année fondamentale de ton cursus et que ça t'a pas permis d'acquérir ce que tu souhaitais en pratique. Oui, clairement oui. Ça nous a... Surtout, je pense, pour moi qui à la base envisageais une mixte canine-équine, et toute ma pratique équine, elle a été inexistante. Et donc forcément, on s'imagine beaucoup moins rentrer dans le monde du travail et prendre de l'autonomie en canine, alors que en fait, j'en ai pas eu du tout à l'école. D'accord. Oui, donc une année compliquée. Est-ce que tu sais si tu as d'autres étudiants qui vraiment ont très mal vécu psychologiquement cette période de confinement? Ah, je sais que pour certains, ça a été effectivement très difficile, surtout ceux qui n'ont pas pu rentrer chez eux et qui étaient seuls dans leur appart. Là, forcément, c'était beaucoup plus compliqué. Après, je pense chacun l'a vécu vraiment différemment, mais c'est sûr que non, ça a vraiment pas été une période facile pour les étudiants, ça c'est certain. D'accord. Alors on en revient à cette 5e année où enfin vous sortez de cette période d'isolement et de Covid. C'est ça, la libération. Comment ça se passe pour toi du coup? Le début de la 5e année, super. On a d'abord en équine, on a d'abord une période de théorie où tous les étudiants non, c'était pas les 4, il y avait 3 écoles qui étaient venues à Nantes faire la partie théorique. Donc on se retrouve, on discute, on remet un peu les pieds dans les cours, et donc ça permet de se remettre à niveau et de se sentir prêt pour aller en clinique. Et puis ensuite la clinique. Et là, je vais pas dire qu'on déchante, mais quand même un petit peu, dans le sens où en fait on se rend compte que le rythme il est vraiment très soutenu, très très soutenu. Que en équine, malheureusement, on trouve, après en avoir discuté avec d'autres, on est un peu tous d'accord, il y a un niveau de différence par rapport à la canine, par exemple, sur les actes qu'on va faire. Donc, c'est-à-dire que ce que des 4e années de canine vont faire, c'est des choses qu'on va faire que en 5e année, etc. Donc, on a un peu cette frustration de pas faire des actes qu'on aimerait. Oui, tu veux dire que l'équine, en fait, c'est de tout temps, hein, c'était pareil à mon époque, c'est-à-dire qu'en fait, l'équine, finalement, on va commencer à pratiquer, il y a une espèce de sacralisation, et du coup, on fait pas confiance tôt, et il faut beaucoup de temps avant de pouvoir commencer à faire des actes même assez simples, qui sont la pose de cathéter, le fait de mettre une sonde nasogastrique, c'est ça dont tu parles. Ouais, complètement. Ça, c'est des actes que en canine tu ferais facilement en 4e année. Poser un cathéter, on le fait faire en 4e année. Et en équine, le 4e année, il posera jamais ou exceptionnellement un cathéter. Et ça, c'est pareil pour tous les actes. Il y a vraiment une année d'écart en fait sur tous les actes. Donc il y a quand même une certaine frustration à se dire on est là pour apprendre à faire des choses et finalement on les fait pas, on est plus à faire nos comptes rendus et faire les soins courants, mais faire des injections dans un cathéter qui est déjà posé que oui, c'est plus des soins finalement infirmiers quoi. Ouais. Et ça, tu t'y attendais pas? Si, un petit peu, parce que j'avais quand même fait ma 4e année en équine juste avant d'être confinée justement, et donc on savait que ça fonctionnait comme ça, mais d'être dedans alors qu'on est très motivé, ça frustre quand même un peu. D'accord. Et c'est cette année-là qu'intervient ce fameux message qui a été posté sur SPQVA. Ouais, c'est ça. En fait, donc ce que je disais, c'est ça, c'est que le rythme il est vraiment très soutenu. Le midi, on mange le plus vite possible pour retourner faire ce qu'on a à faire. On arrive tôt le matin, on part tard le soir.
Quand on est garde, on est 26 heures d'affilée à l'école. Quand il y a des poulains, c'est 26 heures sans dormir et en mangeant le plus vite possible quand on peut manger. Donc, voilà, c'est vrai que ça fait facilement des grosses semaines. Et ce que je disais notamment dans le message, en fait, c'est le minimum qu'on fait, c'est 60 heures de présence à l'école par semaine. Et dans les pires semaines, nous en 5e année, on monte à 90 heures, quoi. Et encore, les internes, ils sont facilement à 100 heures minimum, quoi, en fait. C'est fatigant, tout simplement. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est ce que tu expliques. Donc tu postes ce message dans quel état d'esprit, en fait? En fait, ce message, j'étais vraiment, je pense que j'arrivais un peu à la limite de ce que j'arrivais à supporter, et j'avais beaucoup de questionnements dans le sens où je me disais, mais est-ce que c'est normal que je sois aussi fatiguée? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est moi qui suis pas capable de le tenir alors que tout le monde a l'air d'aller bien? Est-ce que plus tard c'est comme ça? Est-ce que vraiment, le but de mon message, c'était de dire, attendez, est-ce que c'est normal ou est-ce que je suis juste feignante? Et donc j'avais vraiment besoin d'avoir un petit peu un retour, d'exprimer ce que je ressentais et ouais, avoir des retours sur est-ce qu'il y en a d'autres qui vivent ça ou pas? Est-ce que c'est normal? Et ce message, tu le postes de manière anonyme. Pourquoi? À ce moment-là, en fait, j'avais vraiment peur du retour des autres, peur d'être jugée par mes co-5e année et puis surtout par mes supérieurs. Et vraiment, à ce moment-là, en fait, je me disais, si je le poste en mon propre nom, ça va vraiment avoir des répercussions sur la validation de mon année. Plus tard, si des futurs employeurs ont vu ce message, ils vont peut-être pas vouloir m'embaucher parce que ils vont penser que je suis feignante. J'avais vraiment, vraiment peur des répercussions si c'était en mon nom propre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été déjà les réactions des vétérinaires sur SPQVA? Et ensuite, est-ce que c'est remonté dans les écoles? Oui, ça a été assez impressionnant. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et Dohan non plus, d'ailleurs, que je remercie d'avoir posté mon message. En moins de 24 heures, c'était remonté à la DGL, donc au ministère, au directeur des 4 écoles, et au CNOV, à l'ordre vétérinaire. Et en moins de 24 heures, on avait 500 commentaires avec des témoignages d'autres étudiants de toutes les écoles et des personnes sorties de l'école déjà qui étaient hallucinées et qui comprenaient pas et qui disaient mais c'est pas possible, c'était pas ça qu'on a vécu. Et c'était assez impressionnant de voir les réponses aussi vite, ouais. Et les gens répondaient quoi? Les vétérinaires qui sont sortis depuis plusieurs années, qu'est-ce qu'ils mettaient en commentaire? Il y en a certains qui y croyaient tellement pas et qui disaient c'est pas possible, en fait. Ils disaient mais non, nous on était fatigués de faire des booms, pas d'aller en cours. Et c'est en voyant le fait que plein d'autres étudiants relataient les mêmes choses que moi qu'ils se sont rendus compte que non, ça avait vraiment changé, que c'était devenu beaucoup plus compliqué qu'à leur époque, ouais. D'accord. C'est marrant parce que moi je suis sortie un peu plus de 10 ans et je retrouve quand même dans ce que tu racontes des choses que j'ai pu vivre Oui. sur les années, que ce soit les premières années du Chuva. Moi j'étais à Alfort ou en équine. Alors je t'avoue que j'ai jamais compté le quota d'heures, mais je pense qu'on était vraiment sur des très gros quotas d'heures. Est-ce que tu sais pourquoi ça a changé en fait? Qu'est-ce qui a pu changer? Parce que je sais pas, parce que les gens qui disaient ça de quand ils étaient sortis, mais qu'est-ce qui a pu changer peut-être en 20 ans? J'étais pas là il y a 20 ans, donc c'est difficile de savoir, mais peut-être que les hôpitaux sont peut-être développés plus que ce qu'ils pensaient. Il y a eu besoin de main-d'œuvre qu'ils avaient pas autrement qu'avec les étudiants, et peut-être que c'est pour ça qu'on s'est retrouvés à faire des tâches qui auraient pas forcément été les nôtres initialement et qui alourdissent nos journées. Je sais pas, c'est une hypothèse, mais j'ai pas la réponse. Oui, ça paraît plausible, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un quota de consultation qui est peut-être augmenté dans les écoles. Le nombre d'étudiants, là, il a fortement augmenté récemment, mais il avait peut-être pas suffisamment augmenté. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, au début, en fait, d'avoir eu tous ces retours positif et surtout de personnes qui vivaient la même chose, je me suis dit waouh, ok, je suis pas seule, je suis pas feignante, et sur le moment je me sentais beaucoup mieux.
Et ensuite, je suis retournée à l'école et là, en fait, il y a eu j'ai vraiment eu une désillusion. Je me sentais humiliée. Il y avait pas mal de personnes qui en parlaient. Vraiment, tout le monde en parlait de ce message à l'école. Et sauf que souvent, en fait, c'était dit sur le ton de la moquerie, en mode je suis un peu fatiguée. Moi aussi, je vais faire un post Facebook. Ha ha ha. Et donc là, je me sentais super mal, en fait, vraiment humiliée. De voir ces réactions. Sur le moment, ça a été d'abord un sentiment de partage. Enfin, je me sentais mieux au début, et puis après, quand j'ai eu ces réactions-là à l'école, je me sentais vraiment pas bien du coup après. Parce que donc ce sont les autres étudiants des mêmes années que toi qui étaient pas d'accord avec la méthode, c'est ça? Je sais pas si c'est la méthode, je sais pas si c'est je sais pas qu'est-ce qui a induit cette réaction-là chez eux, mais je sais pas si c'était le fond ou la forme. Je sais pas du tout, mais c'était peut-être plutôt la forme, effectivement, parce qu'à chaque fois ça revenait je vais mettre un message anonyme, c'était vraiment ça qui revenait, et c'était les 5e années et les internes surtout qui disaient ça. Et est-ce que tu as une idée de ce qui fait que ça se passe comme ça, qu'il y a cette espèce de soutien, de reproduction de ce système où on travaille beaucoup et où on n'a pas trop le droit de se plaindre? Est-ce que qu'est-ce que ça dit de nous et de notre construction en tant que vétérinaire? Est-ce que tu as une idée? Je pense que malheureusement, il y a un petit peu cet esprit de... Moi, j'ai souffert quand j'étais à ce moment-là, donc pour devenir le même vétérinaire que moi, tu dois passer par les mêmes épreuves et souffrir comme moi j'ai souffert. J'ai un peu cette impression qu'il y a cette mentalité-là qui part des profs, qui se répercute sur les internes, qui se répercute sur nous, etc. Mais je saurais pas expliquer pourquoi. En tout cas, je trouve ça dommage. Mais après, ça change. Il y a quand même eu des évolutions. Enfin, sur le moment, quand même, le message, il a fait bouger les choses. Comme on disait, c'est remonté vite au ministère, au directeur d'école. Donc après, c'est redescendu dans les écoles. Tout de suite, les professeurs, ils ont fait des réunions, ils ont demandé à discuter avec nous, etc. Il y a eu des petits changements, des questionnaires qui sont passés dans des services. Enfin, sur le moment, ça a quand même déclenché des choses. Et après, oui, ça a été pris en considération. Ah oui, par contre, ça a vraiment été pris très au sérieux, du moins par les instances et jusqu'aux professeurs. Non, ça a vraiment été pris au sérieux. Ça a été discuté dans les écoles. Voilà, il y a eu des évolutions. Je sais que nous, sur les plannings des 4e années en équine, il y a eu des modifications à leur demande suite à ça, en concertation entre les professeurs et les 4e années pour adapter un peu le planning et qu'il y ait moins de fatigue liée à ça, etc. Il y a vraiment eu des répercussions. Après, est-ce que au jour d'aujourd'hui, on a encore des améliorations suite à ça, ou est-ce qu'on est revenu entre guillemets à la même chose? Je saurais pas dire, je sais plus, mais on n'en avait jamais parlé. Et finalement, après ce message, est-ce que tu arrives à en parler avec tes amis, les personnes proches en tout cas, et est-ce que ces personnes te disent bah oui, en fait, moi aussi je suis fatiguée? Oui, voilà, entre nous dans notre groupe, on en a discuté. On s'est rendu compte qu'on était 4 sur 5 à être vraiment fatigués comme je l'étais. Et il y en a une qui était beaucoup moins, elle, c'est une vraie bête de travail, et voilà, elle ressentait beaucoup moins cette fatigue-là. Et pour elle, c'était normal aussi. Et on en a aussi discuté avec les professeurs. Les professeurs sont revenus vers nous, ils nous ont pris un petit groupe pour demander comment ça va, est-ce que vous êtes fatigué, machin. Ce qui est dommage, c'est qu'à ce moment-là, en fait, je lui en veux pas, elle s'en est pas rendue compte, mais on n'en avait pas encore parlé entre nous. Et la personne qui, elle, était pas vraiment fatiguée, elle a tout de suite pris les devants. Je pense qu'elle a voulu les rassurer pour pas qu'ils culpabilisent, mais elle dit non, on n'est pas fatigué, c'est normal. De toute façon, pour arriver là, il faut qu'on travaille, machin. Et donc nous, derrière, on s'est toutes un peu renfermées, on n'a pas osé dire non, en fait on est fatigué. Donc c'est un peu dommage, on a raté cette occasion-là. C'est pour ça que je dis il faut en parler en fait. Et est-ce que tu penses que ça a un rapport avec l'excellence du parcours? Parce que tu m'as écrit, j'ai fait un parcours classique, c'est un parcours classique d'excellence avec la prépa. Voilà, on sait tous que en France c'est un parcours difficile. Est-ce que tu penses que ça nous interdit quelque part de flancher et de dire qu'on est fatigué puisqu'on a toujours été dans l'excellence? Mais je pense que oui, en fait, depuis la prépa,
on doit mettre on a l'impression qu'on doit mettre cette fatigue de côté, effectivement, parce qu'on a un rythme qui est soutenu et on a cette impression que si on soutient pas ce rythme-là, on va échouer. Que la peur de l'échec qui arrive ici une première fois, est en lien avec cette fatigue. Et je pense que oui, clairement, ça conduit au fait qu'on s'autorise pas à être fatigué. Oui, d'accord. Est-ce que tu penses que sur cette promo 2021, il y a aussi l'espèce de fatigue psychique accumulée avec toute cette histoire de Covid et de confinement qui a pu aussi jouer sur le fait que vous étiez une promotion particulièrement à risque niveau fatigue? Je pense que ça a pas aidé, surtout que c'est pas les mêmes types de fatigue. Comme tu dis, c'est une fatigue psychologique, voire même mentale du Covid, qui entraîne une peur de l'échec un peu plus importante du fait qu'on a l'impression de pas avoir été suffisamment formé, qui vient se rajouter à la fatigue physique qui est présente pour tout le monde, pour chaque promo. Hein. Mais c'est vrai que ça a peut-être été un facteur supplémentaire de risque au niveau de cette fatigue. Ouais. Ma dernière année d'école, j'ai fait 2 crises d'angoisse à l'école, enfin aux hôpitaux. C'est les 2 seules crises d'angoisse que j'ai fait de ma vie. Je connaissais pas du tout ça. Ça m'avait fait peur. Je m'étais dit, en sortant d'école, ça se trouve en fait, c'est le métier qui me convient pas. Ça se trouve, je vais continuer à être angoissée, je vais continuer à faire des crises, et ça me faisait peur. Et en fait, pas du tout. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se matérialise une crise d'angoisse, que les auditeurs comprennent bien? En fait, d'un coup, je me mettais à respirer très très fort. J'avais le cœur qui battait. En situation où t'étais en train de travailler, en fait. Ah oui, en fait, donc j'en ai fait 2. La première, c'était un cheval qui sortait d'une anesthésie debout, donc qui était un peu shooté. On le ramenait au box et puis il a eu peur de quelque chose, je sais pas quoi, et il est rentré dans les étagères d'un côté et dans le box de l'autre. Enfin, un événement assez important, traumatisant, et donc on le rentre dans le box, machin, on regarde, on fait l'état de lieu, ok, il y a pas trop de lésions, machin, ça va. Et là, j'ai tout qui retombe, je me sens un peu flageolante, je vais m'asseoir dehors, et là, j'ai le cœur qui bat très très fort, je me mets à trembler et à pleurer de manière incontrôlée, et j'avais l'impression que je pouvais plus respirer, T'étais débordée, quoi. Ah, complètement. Et tu peux rien faire, rien dire, rien, t'as tout le visage qui tremble, qui fourmille, moi en tout cas c'est comme ça que ça se manifeste, et j'avais jamais vécu ça avant, et donc c'est un peu traumatisant. Ah oui, j'imagine. Suite à cette crise, donc ça en fait cette crise-là elle est arrivée 2 jours après que j'ai posté le message. Donc suite à ça j'ai été voir une prof, tout simplement, que je remercie aussi, et donc j'ai dû lui dire que je me sentais pas bien et que j'avais besoin de rentrer chez moi, mais surtout, si vous avez besoin d'aide, vous m'appelez et je reviens. Elle m'a dit non, Cécile, tu rentres chez toi, tu vas te reposer et on ne t'appelle pas. Et donc voilà, j'ai pu prendre une journée pour aller me reposer chez moi, et ça fait du bien. Et donc je remercie. C'est pour ça que je disais il faut en parler en fait, parce que Bien sûr. Quand on ose, parce que ça m'a demandé beaucoup d'aller lui en parler, ça a été pas facile pour moi. Mais en fait, une fois que c'est fait, on se dit mais pourquoi je l'ai pas fait avant en fait. Bien sûr. Et donc voilà, je suis pas allée me reposer. Et donc une deuxième crise d'angoisse a lieu quand même après cette première. Oui, la deuxième crise d'angoisse, du coup, c'était pendant la deuxième période à l'école. C'était en pleine chirurgie de colique en plein milieu de la nuit. Je me suis mise à avoir chaud. J'ai une des professeurs qui m'a dit enfile des gants stériles et viens m'aider à tenir l'intestin, chose que waouh, je mets des gants stériles en chirurgie, mais que se passe-t-il? C'est inédit pour un 5e année. Et donc j'enfile mes gants, je lui tiens le bout d'intestin, elle me dit surtout tu lâches pas, c'est hyper important. Et donc là j'étais tétanisée sur mes pouces à faire, parce que ça glisse, tu vois, est-ce que surtout ça ne lâche pas. Et puis je me suis mise à avoir super chaud, machin, je me sentais vraiment pas bien, mais je le montrais pas forcément. Et puis je tenais, et puis quand on m'a dit c'est bon tu peux lâcher, j'ai enlevé mes gants, je suis partie dans les vestiaires, et puis là j'ai tout lâché, et voilà, deuxième crise similaire à la première qui est arrivée. Je saurais pas dire
Enfin, je saurais pas dire pourquoi. Je pense que c'est un trop plein en fait. C'est juste un trop plein de fatigue. Il est 4 heures du mat, tu commences à avoir chaud. Oui, j'allais te dire la colique ou avec la casaque plastique sous la lumière bien chaude là, bah oui, analytique, quand chaud, on est statique et debout avec l'odeur, la bonne odeur de la chirurgie de colique. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, c'est pas facile. Et pendant que je tenais ce bout d'intestin, je sentais que je fatiguais, que j'avais les muscles qui tétanisaient. Dans ma tête, c'était « Mais t'es nul, t'es même pas fichu de tenir un bout d'intestin. Qu'est-ce qu'elle va penser si tu lâches, si tu dis que ça va pas ?» C'était vraiment, je me tournais en boucle « T'es nul, t'es nul, t'es nul. Tu peux même pas tenir un intestin, en fait. » Et donc, c'est pour ça, j'ai tout craqué. Dès qu'elle m'a dit « C'est bon, tu peux y aller », j'ai craqué. Ils ont rien compris. Ils m'ont vu partir en courant. Et donc la réflexion qui sort de ça, ça remet en question la voie que t'as prise. Tu te dis, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, peut-être que c'est moi qui suis pas du tout faite pour ce métier-là. Oui, j'avais vraiment, oui, à ce moment-là, encore une fois, je me dis, t'es même pas capable de faire ça. Alors comment veux-tu faire plus? C'est un peu ça. D'accord. Bon, et donc tu termines cette année qui a pas été facile si j'entends bien. Tu décides de ne pas faire d'internat. Oui. Pourquoi? Ah bah j'en pouvais plus. Non, vraiment, j'en pouvais plus, mais je me suis dit, mais je c'est quelque chose que tu avais envisagé à un moment ou pas du tout? Oui, et honnêtement, quelques années auparavant, j'aurais été surprise de pas faire un internat parce que, comme j'ai déjà pu le dire, je suis quelqu'un de très scolaire, assidu, et c'est vrai que l'internat, c'est un peu dans la continuité de cette voie-là, très scolaire, et c'est vrai que dans une certaine logique, j'aurais dû faire un internat. et donc, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que j'en ai pas fait. D'une part, le fait d'avoir rencontré des vétérinaires équins, purs, à mon sens excellentes, et qui n'avaient pas fait d'internat, et qui s'en sortaient plus que merveilleusement bien, à mon sens. Et donc ça, déjà, ça a été un modèle pour moi, et une première rencontre avec le fait que oui, on pouvait être vétérinaire équin sans avoir fait d'internat. On sortait un petit peu de ce dogme qu'on nous donnait à l'école. Et puis la deuxième chose, ça a été tout simplement cette fatigue. Quand je voyais l'état des internes et quand je voyais comment je vivais moi déjà mon année, j'ai dit mais jamais je pourrais survivre à une année comme ça. Donc ça a été ces deux facteurs-là qui ont fait que je me suis dit je vais me lancer. D'accord. Donc finalement, t'as pas cette inquiétude de te dire j'arriverai jamais à faire de l'équine sans internat, parce que moi personnellement, je me suis dit quand j'ai terminé l'école, pour moi c'était impossible d'aller faire de l'équine sans internat, parce que t'avais eu on te prouvait par A plus B par des rencontres que c'était tout à fait possible. Donc tu y allais assez sereinement en fait. Alors sereinement, j'irai peut-être pas jusque là, mais on m'avait montré que honnêtement, oui, j'aurais pas eu cette rencontre-là, j'aurais jamais cru que c'était possible. Effectivement, c'est vraiment ça qui a été déterminant. Alors comment tu organises ta recherche de ce premier poste? Mon premier poste, en fait, je cherchais un poste en équine. J'aurais pas été contre de la canine, mais je voulais au moins 50% d'équine. Le plus proche possible de Nantes. Je mets des guillemets parce que à 2h30 de route, c'est pas forcément très près. C'est relatif, effectivement. Et j'avais besoin d'un mi-temps pour pouvoir finir ma thèse en parallèle au départ. Et donc avec tout ça, à ce moment-là, donc j'ai été contactée par une clinique du Finistère qui voulait développer leur équine. Donc ils avaient un vétérinaire qui commençait à faire un peu d'équine, qui avant ça faisait surtout de la canine et encore avant de la rurale. Et donc ils voyaient que ça marchait plutôt bien, ils avaient envie de développer ça et ils avaient besoin du coup de mains supplémentaires pour faire l'équine. Et donc j'ai été voir, l'équipe était sympa, donc j'ai dit oui. D'accord. Et donc tu commences à travailler à partir de quand ? Du coup, je commence à travailler en juillet 2021. Ouais, tout de suite après. Tu plonges dans le grand bain. J'avais besoin d'aller dans la vraie vie, comme on dit. Et alors, comment ça se passe, cette rencontre avec la réalité du terrain ? Pour le coup, ça s'est vraiment super bien passé. En fait, c'était une clinique mixte. Il y avait une dizaine de vétérinaires. Mais comme je disais, l'équine était vraiment en développement. Et c'est une clinique vraiment... dans un milieu rural, en fait, au niveau équin, on n'est pas dans des chevaux de course, dans des chevaux de sport. C'était surtout une clientèle de loisirs et de particuliers. Et on avait un gros élevage de pur sang, mais un élevage, c'était pas de l'entraînement.
On avait une partie de la clientèle qui était quand même assez exigeante dans le sens où ils avaient des chevaux de valeur, mais la plupart de la clientèle c'était des chevaux vraiment de loisirs, et donc en fait je trouve que pour faire ses premiers pas, c'était idéal. D'accord. Et est-ce que c'était donc ça avait l'air assez conforme à ce que t'attendais du travail en équine? Oui, T'as pas une oui, grosse oui. surprise? Non, pour le coup non, parce que je me retrouvais toute seule dans ma voiture, mais forcément les premiers jours c'est compliqué, on se dit est-ce que je vais y arriver? Et puis finalement on arrive sur nos premiers cas et on y arrive et on rentre à la clinique, on en discute avec les autres vétérinaires et on arrive aux mêmes conclusions, et donc en fait ça m'a plutôt mise en confiance dans le sens où en fait avec mon bagage de 5e année c'était suffisant pour répondre à la demande des clients. Et ce qui était vraiment sympa dans cette clinique, c'est bon, déjà on s'entendait vraiment bien entre les deux, il y avait une vraie bonne entente et on se soutenait les uns les autres. Et ce qui était vraiment sympa, c'est que avec ce vétérinaire qui faisait l'autre partie de l'équine, en fait lui il apportait plutôt son expérience et moi je pouvais apporter entre guillemets les connaissances théoriques vu que c'était juste derrière moi. C'était plus récent, et donc il y avait vraiment un échange très intéressant je trouve à ce niveau-là. Donc un échange un peu gagnant-gagnant, intergénérationnel, quoi. Mais complètement, alors que moi dans mes stages avant, à chaque fois j'avais l'impression d'être un peu un fardeau, de voir ce qu'on m'apportait mais de moi rien pouvoir apporter, et donc là je sortais d'école et j'arrivais à apporter quelque chose, et ça c'était vraiment chouette pour moi. Est-ce que tu prends ce deuxième mi-temps, puisque si j'ai bien compris, à un moment tu cumules 2 mi-temps, Ouais. une fois que tu as terminé ta thèse? Exactement. Je passe ma thèse en décembre. Du coup, fin 2021, je commence à chercher un autre travail pour compléter, et puis pour me rapprocher de Nantes. Et donc, effectivement, je trouve là où je travaille actuellement un peu. Là, encore une fois, on voit le manque de confiance en soi. Donc, en fait, j'ai déposé des CV. J'ai fait des candidatures spontanées dans les cliniques équines du coin. Et il y a une clinique, celle où je travaille au final, où je me suis dit non mais eux, c'est même pas la peine que je pose un CV, j'ai pas fait d'internat, jamais ils me prendront. Et donc j'ai pas déposé de CV chez eux. Et Auto-censure. ah mais complètement, je me suis auto-limitée en me disant j'ai pas de niveau, jamais ils me prendront. Et c'est une autre clinique en fait ils partageaient leur garde, je savais pas. Une autre clinique où j'avais posé un CV, ils m'ont dit désolé, nous on cherche pas. Par contre, va voir là-bas, eux ils cherchent. Donc je dis bon si on me propose, s'ils me proposent, ils ont vu mon CV, c'est que potentiellement ça peut le faire. Donc j'y ai été et donc j'ai été prise. Il y a combien de kilomètres entre les deux cliniques? Parce que Dans le Finistère, j'étais à 250 km de chez moi. Et l'autre, j'étais à 25 km de chez moi. Donc en fait, dans le Finistère, j'avais pris un second logement et je faisais, au début, je faisais 3 jours par semaine. Et une fois que j'ai passé ma thèse, j'allais une semaine complète là-bas et j'étais une semaine complète à Nantes. Donc j'avais quand même la route qui s'accumulait entre et les donc deux. comment t'arrivais à concilier avec ces deux mi-temps avec autant de distance géographique entre les deux? Je roulais pas mal. Ouais. J'aime bien la voiture, heureusement. Non, en fait, je partais le dimanche soir pour arriver dans le Finistère. Je faisais ma semaine de boulot là-bas. Je repartais le vendredi soir pour revenir à Nantes et j'enchaînais. Alors après, j'étais pas à mi-temps à Nantes. Hein. Je faisais 1 jour et demi, je crois, au départ par semaine. Ensuite, j'ai commencé à faire des gardes le week-end, un week-end sur 2. Et non, un week-end par mois au départ, je crois. Oh, peu importe. Et donc, quand j'étais de garde, le dimanche soir, j'allais rendre la voiture de garde à Nantes. Et dans la foulée, je repartais dans le Finistère. J'arrivais souvent vers minuit dans le Finistère, je dormais et puis j'attaquais le lundi matin sur ma journée de boulot. Ouais, un sacré programme quand même. Hein. Quand on dit que la génération Z a pas envie de travailler, là, ça va un petit peu dans l'autre sens. C'est vrai que la route était un peu fatigante. Après, à Nantes, ils ont été vraiment adorables. À chaque fois le dimanche soir, quand ils savaient que je devais partir dans le Finistère, moi je voulais discuter des cas, ils étaient là, bon allez, t'as de la route, vite, file, tu vas être fatigué. À chaque fois que je revenais du Finistère, ils me demandaient ça va, t'es pas trop fatigué, la route, tout ça. Donc c'était vraiment très très bienveillant, et donc c'est aussi pour ça que ça s'est bien passé, c'est que derrière,
ils savaient que je pouvais avoir cette fatigue-là et ils y faisaient attention en fait. Et à quel moment tu te dis, aujourd'hui tu travailles uniquement sur un des deux postes, à quel moment ça arrive de faire le choix entre les deux? Quand au bout d'un moment tu te dis quand même t'es fatigué de faire la route. Donc c'est vers en avril-mai je commence à me dire que je vais pas pouvoir tenir ce rythme-là indéfiniment. Et donc vers mai, je commence à parler dans le Finistère que je vais probablement partir. Après, de toute façon, dans le Finistère, quand j'étais arrivée, on avait dit on fait 1 an et puis on voit. Ils savaient que probablement j'allais retourner sur Nantes parce que voilà, mon copain était à Nantes et que j'avais des attaches à Nantes et que je resterais probablement pas chez eux. Et inversement, ça leur laissait aussi la possibilité, si jamais l'équipe ne se développait pas suffisamment ou que ça correspondait pas, de dire retourne à Nantes. Donc au final, c'est moi qui ai dit que je voulais retourner sur Nantes. Et donc je suis partie en juillet et conjointement, j'ai eu une augmentation de temps de travail à Nantes qui m'a permis d'avoir de quoi manger tout simplement. D'accord, ok. Quand on a préparé cette interview, tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu étais au cœur des difficultés et des joies de bébé Veto. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des difficultés et des joies dans l'ordre que tu veux? Faut commencer par positif, les joies quand même. Parfait. Voilà, de me retrouver baignée dans ce métier qui me faisait tant rêver et de m'y épanouir. Forcément, c'est un accomplissement, c'est une joie, c'est quelque chose qui nous nourrit chaque jour, quoi, d'être bien dans son travail et de savoir qu'on est à sa place, tout simplement. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Alors étonnamment, le contact client. Quand j'étais jeune, je disais je vais faire vétérinaire parce que j'aime les animaux et j'aime pas les gens. Et en fait, je me rends compte que j'aime beaucoup les gens. Le contact client, c'est quelque chose que j'adore. En plus, quand on est en équine itinérante, on rentre un petit peu dans leur monde, on rentre chez eux. Donc c'est toujours un contact un petit peu différent, je trouve. On rentre dans leur intimité et il y a toujours une relation un peu particulière qui se crée par rapport à quand on enchaîne des consultations dans une salle. Voilà, c'est pas le même rapport, je trouve. Donc il y a ça qui me plaît beaucoup, le contact avec les gens, comprendre leur motivation, comprendre leurs choix, voilà, beaucoup d'empathie et de compréhension de l'humain tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose qui me nourrit beaucoup. Le contact avec les animaux bien évidemment. Et puis toujours cette curiosité intellectuelle, résoudre un cas comme une enquête. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour moi et qui m'épanouissent. D'accord. Et pourtant, la clientèle d'équine, elle est réputée être la plus difficile, mais toi, tu y trouves ton compte. Je veux lutter contre ce cliché de la mauvaise clientèle équine. Et en vrai, c'est vrai que c'est souvent, j'entends des gens qui ont fait des stages en équine, qui voulaient faire de l'équine et qui ont dit, finalement, la clientèle, j'en veux pas. Et je me dis, c'est dommage parce qu'ils auraient pas fait ces stages-là, ils en auraient fait d'autres. Peut-être qu'ils auraient vu la chose différemment. Bien évidemment qu'il y a une clientèle équine qui est fort difficile à supporter, je pense, au quotidien. Mais en fait, il faut savoir trouver un endroit avec peut-être un peu moins d'exigence de la part des clients, mais du coup un peu plus de bienveillance de leur part. C'est-à-dire que forcément, si on va dans un endroit où il y a que des chevaux de compète, des chevaux de course, et qu'il faut performer et machin, là, on va être beaucoup plus effectivement dans la clientèle équine telle qu'on l'a décrit généralement. Mais il n'y a pas que ça comme chevaux en France. Et donc je pense qu'il faut aller chercher un petit peu des plus petites cliniques, peut-être pas un centre hospitalier hyper bling bling avec tous les trucs dernier cri qui est super enrichissant sur le plan intellectuel, mais peut-être un peu moins sur le plan humain avec les clients. Aller voir un petit peu un cabinet, une petite clinique avec 2-3 vétos qui sont dans leur voiture ou pas, mais qui ont une clientèle un peu plus de particuliers, de loisirs, qui sera beaucoup plus sympathique. D'accord, le message est passé. Et quelles sont du coup les difficultés du bébé Veto? Eh bien, on retourne sur le fameux sujet de la confiance en soi, parce que c'est toujours pas ça. Hein. C'est presque un syndrome de l'imposteur dont tu parles là. Oui, je pense qu'on peut mettre ces mots-là, oui. C'est vrai que donc mon premier job dans le Finistère m'a aidé à développer ma confiance en soi, parce que j'arrivais à faire ce que je voulais. Et puis là, le job où je suis va me permettre de
plus apprendre. J'apprends beaucoup plus là où je suis, dans le sens où on peut aller beaucoup plus loin dans les cas. C'est aussi le défaut, entre guillemets, d'une clientèle de loisirs, c'est que toujours il faut proposer des choses, mais souvent les gens ils vont pas suivre. C'est absolument pas une critique, hein, c'est normal, hein, mais on va moins loin dans les examens, on va moins loin dans la démarche et on va un peu plus au pifomètre entre guillemets, hein, c'est pas du pifomètre, mais faire des traitements probabilistes et moins d'examens complémentaires. Et donc là, la clientèle où on est très sympa, très 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 gentille, mais ils ont plus les moyens d'aller plus loin. Donc voilà, je trouve que pour moi c'est beaucoup plus formateur. Par contre, du coup, je me sens moins capable. Vu que c'est des choses que j'ai pas forcément fait ou des démarches que je connais pas encore, j'ai l'impression. En fait, quand j'étais dans le Finistère, j'avais l'impression que si n'importe quel autre veto avait été à ma place, le résultat aurait été entre guillemets le même. On aurait probablement mis en place le même traitement, proposé à peu près les mêmes choses, voire même des fois, j'aurais pu proposer des choses que je ne savais pas puisque je sortais d'école et que j'avais des choses un peu plus fraîches dans ma tête. Alors que là où je suis actuellement, la plupart du temps, je me dis que si c'était un des autres vétos qui avait été, les choses auraient été mieux faites. Et donc ça c'est pas facile. Oui, je comprends. Effectivement, c'est quelque chose qu'on décrit beaucoup sur la jeunesse qui sort de l'école, c'est ce manque de confiance en soi qui peut être paralysant en fait. Est-ce que toi, tu dois faire ce métier-là en équine toute ta vie ? Pour l'instant, oui. Oui. Mais je m'autorise à un jour avoir envie de faire autre chose. C'est-à-dire que pour l'instant, je me plais dans ce que je fais, même s'il y a des petites difficultés, je sais que ça va être surmonté avec le temps, avec l'expérience. Donc pour l'instant, je m'y plais sans aucun problème et je me projette loin. Mais en même temps, je sais très bien que c'est possible qu'un jour j'ai envie de faire autre chose et je me l'interdis pas. Grâce notamment à tous vos magnifiques interviews de personnes qui ont redécouvert le métier de vétérinaire, voilà, je me dis pourquoi pas moi un jour, j'en sais rien, on verra. Bon tant mieux, c'est que Veto Micro est utile, c'était l'objectif. Complètement. Et est-ce qu'un jour tu aurais envie de t'associer ? Oui, moi j'ai cette envie-là, tout en sachant que du coup on est dans un autre métier, hein, on n'est plus que praticien, on a toutes les autres choses qui viennent s'ajouter à ça. Mais en même temps, tout ce qui va être management, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent et que j'ai envie d'expérimenter. Donc oui, j'ai envie de m'associer un jour, ou de monter ma clinique, ou enfin j'en sais rien, on verra comment les choses se présentent. Mais oui, j'aimerais bien un jour être patron, gérer une équipe et. Ça ne te fait pas peur ? Non, je sais que ce sera un stress supplémentaire, une pression supplémentaire. Des joies supplémentaires ? Oui, voilà, il faut le dire, des joies supplémentaires. Et puis, il y a tellement de choses à apprendre. Une fois que je serai plus à l'aise dans ma pratique et en clinique, j'aurai envie de développer ces choses-là. Oui. Bon, là, tu vas aussi au contraire du développement, enfin de ce qu'on dit souvent, que c'est une jeune génération qui veut rester dans le salariat. Donc, comme quoi, vous êtes tous différents. Oui. Du coup, je rebondis, j'ai des questions peut-être un petit peu plus générales sur cette histoire de génération Z, pour ouvrir un petit peu des pistes de réflexion, puis pour avoir ton avis. Alors, tu m'as bien écrit avant cette interview que t'avais pas du tout envie de passer pour un porte-parole et que tu voulais juste parler en ton nom. Donc effectivement, je pense que la démarche est la bonne. J'ai une première question. Est-ce que tu serais capable de dire quels sont les atouts que vous avez, cette jeune génération, dans le monde d'aujourd'hui ? Ce que vous apportez ? Oui, on est génération Z, on nous appelle aussi parfois la génération C pour la génération connectée. Ce qui peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Non, je pense on peut apporter des nouveaux outils. En fait, on est plus à l'aise entre guillemets avec les nouvelles technologies et ça peut-être apporter des outils à prendre en main et qui peuvent permettre de faciliter notre quotidien, faciliter l'organisation et ce genre de petites choses qui restent en tête là, qui font ce qu'on appelle une charge mentale. Essayer de décharger un petit peu cette charge mentale et de faciliter l'organisation, l'accès à des connaissances aussi, les articles scientifiques, tout ça. Il y en a certains qui ont un peu de mal à y accéder et pour nous ça peut être peut-être plus facile.
Donc il y a cet aspect-là d'apporter des outils, je pense surtout des outils pour nous faciliter le quotidien. J'ai une question parce qu'on parle beaucoup du rapport au temps qui a beaucoup changé, notamment c'est ce fameux équilibre vie pro, vie perso. Comment tu vois les choses toi de ce point de vue-là? Alors oui, pour moi c'est important cet équilibre vie pro, vie perso. Il y a plein de personnes qui essaient d'expliquer pourquoi les jeunes ils veulent plus de temps et pourquoi les plus vieux ça ne les dérangeait pas. J'ai pas la prétention d'avoir une réponse à ça, mais voilà, je sais que pour moi personnellement c'est important de pouvoir garder du temps pour ma vie perso, pour mon entourage, m'occuper de mon chien, mon chat, voilà. Donc actuellement, je suis à peu Le violoncelle. Et le violoncelle que j'apprends, il faut du temps aussi, effectivement. Et quand je rentre du boulot, je joue pas du violoncelle, donc il me faut des jours sans boulot pour jouer du violoncelle. Non, pour moi, c'est important. Tu vois, actuellement, je travaille 2 jours par semaine et je fais un week-end de garde sur 2. J'ai envie de travailler plus que ça. Par contre, je me vois pas... Moi, ma limite, c'est 3 jours et demi. Sachant que j'ai un week-end sur 2 de garde. Après, ça fait trop et il y a la fatigue qui s'accumule, on passe pas assez de temps avec ses proches et voilà. Moi, c'est mon équilibre tel que je le vois. D'accord. Et une autre question qu'on aborde aussi souvent sur la génération Z, c'est le rapport à l'argent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Encore une fois, ça doit être individuel, hein. C'est toujours un petit peu complexe parce que à la fois on a envie d'apprendre quel qu'en soit le prix. Et à la fois, on sort de 7 ans d'études qui, à défaut de nous coûter grâce à papa et maman, pour ma part, j'ai pas eu à travailler pendant mes études parce que mes parents ont pu assumer, donc j'ai cette chance et j'en suis consciente. Mais en attendant, ça remplit pas le porte-monnaie non plus. Donc voilà, quand on sort d'école, on a quand même besoin d'entrer dans la vie active, de commencer à faire des économies pour plus tard et de manger, tout simplement. Donc c'est un petit peu cette dualité entre on a envie d'apprendre à n'importe quel prix et on a besoin de faire rentrer de l'argent tout simplement parce que les études ont été longues. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Moi j'ai pas des prétentions salariales énormes. Voilà, je suis à la convention collective et je ne m'en plains pas spécialement. Parce que je me sens pas légitime à demander plus en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que à un moment donné, il va falloir que ça monte un peu quoi. Oui, je comprends. On vient de parler là de ce rapport au temps et de ce rapport à l'argent. Est-ce que tu comprends les inquiétudes des vétérinaires chefs d'entreprise, donc des générations au-dessus, avec la génération Z? Est-ce que tu arrives à comprendre les difficultés qu'ils peuvent rencontrer face à cette génération? Je pense qu'il faut en parler tout simplement pour comprendre. Enfin, pour se comprendre, il faut parler. Donc il faut pouvoir discuter de qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui les inquiète précisément, et nous pouvoir répondre de pourquoi on veut les choses comme ça. Et on ne demande pas à ce que tout le monde adhère aux manières de voir de tout le monde, parce que c'est normal, on a chacun nos convictions. Mais déjà, si on se comprend les uns les autres, je pense qu'on peut avancer beaucoup plus loin. Oui, donc finalement, ce que tu dis, c'est que eux, ils ont parfois du mal à comprendre quelles sont vos attentes, et vous, dans l'autre sens, vous avez parfois du mal à comprendre pourquoi ça bloque, en fait. Ah oui, bien sûr, c'est complètement bidirectionnel, hein, c'est réciproque, non, faut pas jeter la pierre aux autres, hein, quand même. Donc finalement, c'est dans le dialogue et la communication que tout le monde arrive à trouver, même si on n'est pas d'accord, trouver en tout cas un terrain d'entente. Oui, c'est ça. Et puis même si on n'est pas d'accord, au moins comprendre la vision de l'autre, même si on n'y adhère pas. Je pense que si on comprend pourquoi il voit les choses comme ça, et au moins il y a ce blocage-là qui est en moins, quoi. Oui, d'accord. C'est pas très clair. Si c'était clair. J'ai des questions, j'ai quelques questions qui reviennent souvent quand j'écris ou quand je rencontre des vétos avec qui j'en discute. C'est qu'il y a des espèces de contradictions qu'on relève dans votre génération. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Finalement,
toi, tu as fait un parcours d'excellence, on le disait tout à l'heure. Tu es quand même passé par la classe préparatoire où on est quand même dans un système de vie un peu monacal. On travaille énormément. La première année d'école, d'ailleurs, où tu dis que tu as travaillé presque encore plus. Finalement, pour obtenir ce diplôme, on doit mettre beaucoup d'énergie. Et de l'autre côté, on dit que c'est une génération qui a pas forcément le goût de l'effort et qui a très peur de la charge de travail du vétérinaire praticien. Et ces trucs sont complètement en contradiction puisque en fait vous avez travaillé énormément. Est-ce que tu peux t'as quelques pistes de réflexion pour nous éclairer là-dessus? Je pense que il faut comprendre qu'effectivement on a beaucoup donné de soi-même, que peut-être il semblerait que sur nos dernières années d'école par rapport à il y a un certain temps on a plus donné que ce qui se faisait avant dans les écoles. Il semblerait en tout cas qu'on a une charge qui est plus importante, qu'en tout cas ça nous pèse plus. Donc il faut comprendre que quand on sort de là, on a besoin, en fait on va chercher notre équilibre. On se rend compte que ça c'était trop pour nous. On peut pas continuer comme ça indéfiniment. Et donc on va essayer de chercher notre équilibre, retrouver une vie perso un peu plus importante. Et donc peut-être qu'au départ on va beaucoup moins travailler, mais il faut se dire que si on arrive à évoluer dans un environnement qui est bienveillant et qui nous laisse le temps de nous retrouver nous-mêmes, parce que en fait quand on est 100% dans l'école et 100% dans le travail, on a l'impression d'être veto et que ça, et rien d'autre, en fait. Et comme le dit le fameux groupe, soyons un peu plus que veto et SV. Donc quand on sort de l'école, on a besoin de retrouver qui on est vraiment, quelles sont les choses autres que veto qui nous définissent. Et donc pour ça, on a besoin d'un petit peu de temps. Et si on est dans un environnement bienveillant, on comprend ça et on nous laisse un petit peu retrouver notre marque, petit à petit, on va trouver un équilibre dans lequel on va pouvoir se remettre à travailler peut-être un peu plus qu'au départ. Je veux dire, on a tellement peur de trop travailler que peut-être qu'au départ, on travaillera pas assez, mais ça va revenir. Ouais, c'est hyper intéressant parce que je l'avais jamais vu sous cet angle-là. C'est hyper intéressant de le dire comme ça et ça fait sens en tout cas. J'ai une autre contradiction qui me vient, qui est assez présente dans les débats aussi, c'est que finalement ces dernières années, il y a une espèce de valorisation de l'entrepreneuriat avec la culture start-up, la mise en avant des personnes qui se mettent à leur compte, même la revalorisation des artisans, des filières en alternance, etc. Enfin tout ce qui va permettre d'entreprendre. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de salariat dans la profession. Alors t'es peut-être pas le bon exemple puisque toi tu m'as dit que tu voulais t'associer, mais pourquoi, à ton avis, les vétérinaires aujourd'hui, dans leur grande majorité, les jeunes vétérinaires souhaitent rester salariés? Je pense que c'est que le fait d'être salarié, ça nous permet d'être clinicien, entre guillemets. Enfin, tout simplement, d'être que clinicien et qu'à la base, si on fait ce métier, c'est pas quand même parce qu'on veut soigner les animaux. Donc, je pense que le fait d'être salarié, ça nous permet de rester dans notre rôle de clinicien et pas d'aller se farcir la tête avec du management, de la compta, des choses en plus et du stress en plus. Je pense que c'est une des réponses en tout cas. Donc ça c'est vu en fait comme un stress supplémentaire en fait. Ah oui, enfin moi oui, clairement pour moi c'est du stress d'avoir une entreprise qu'il faut qu'elle tourne, parce que le salariat, on a notre salaire à la fin du mois quoi qu'il arrive, alors que quand on a notre entreprise, on voit les chiffres arriver et il faut être sûr qu'à la fin, on peut payer tout le monde et éventuellement se payer un petit peu. Enfin, je sais que les cliniques qui démarrent, ça peut être comme ça un peu quand même. C'est pas et vous êtes formé un peu à l'école maintenant pour tout ça? Alors, je pense que on commence à être plus formé qu'avant là-dessus, effectivement. Par contre, alors, il y en a qui diraient pas assez. Moi, je pense que malheureusement, quand on est à l'école, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là de devenir chef d'entreprise et d'avoir besoin de ces outils-là. C'est trop tôt, en fait. On veut d'abord être clinicien, on veut d'abord savoir soigner les animaux. Quand on nous présente des choses comme ça, honnêtement, on s'y intéresse pas à ce moment-là. C'est trop tôt, malheureusement. Je pense que même si on a envie de le développer dans les écoles, ce sera pas pris à sa juste valeur par les étudiants. D'accord. Donc finalement, vous voyez énormément le côté stress que vient ajouter la casquette du chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, il faut diversifier ses compétences, faire du management, tout ce que tu as dit, et vous avez du mal à en voir les bénéfices, en fait. Oui, clairement. À part l'argent. Oui, qui est pas un levier majeur pour votre génération. Pas forcément, oui.
D'accord. Et c'est marrant parce qu'en fait, vous remettez en question la société, comme jamais, je pense, cette remise en question a été faite. Vous êtes écolo, vous êtes tolérant, vous êtes féministe, vous voulez changer la société en général et dans le métier de vétérinaire, la manière dont on pratique le métier. Et finalement, je pense que des générations avant se disent oui, mais alors dans ce cas, il faut que vous soyez décisionnaire et dans ce cas, il faut que vous soyez associé, alors que vous, finalement, parfois, vous envisagez de changer les choses autrement et de passer par d'autres chemins. Est-ce que ça te parle, ce que je suis en train de dire ? J'y vois une vraie contradiction, effectivement. Après, je pense qu'il faut aussi nous laisser nous faire nos petits chemins. C'est-à-dire que je pense qu'on va mettre un pied devant l'autre et on va pas courir tout de suite. D'abord, on veut être à l'aise dans notre métier de clinicien avant de pouvoir envisager de s'investir. Enfin, pas tout le monde, bien évidemment. Il y en a qui tout de suite s'investissent dans plein de choses, etc. Mais pour moi, je sais que j'ai envie d'abord d'être clinicienne et ensuite développer d'autres compétences les unes après les autres et pouvoir m'investir dans d'autres choses après. Et il faut vous laisser le temps. Ouais, je pense qu'on peut. C'est effectivement une phrase qui revient souvent. Il faut nous laisser un petit peu le temps. Alors, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le fort besoin de sens. Donc, finalement, c'est de travailler pour des entreprises vétérinaires dont les valeurs sont alignées avec ses valeurs personnelles, tout simplement. Comment ça s'exprime, à ton avis, dans votre quotidien? Pour chaque personne, ça c'est sûr. Je pense qu'on a chacun nos propres valeurs, c'est sûr. En fait, si on n'est pas dans une clinique où on a les mêmes valeurs que nous, on ne va pas s'y sentir bien à terme, mais nous on a besoin, moi, je pense, je suis pas la seule, on a besoin de se sentir bien dans notre quotidien et dans la clinique et dans nos relations avec les autres personnes pour pouvoir travailler sereinement. Et ça, dans les cliniques dans lesquelles tu as travaillé, tu as ressenti au bout de combien de temps qu'il y avait un alignement de valeurs et que finalement tu te sentais bien? Déjà, à l'entretien d'embauche, c'est quelque chose qu'on essaye un petit peu de cerner, comment est l'ambiance, quels sont les points qui sont importants pour eux. On essaye déjà à ce moment-là de pas faire une erreur de casting dans un sens ni dans l'autre, d'ailleurs. Je pense que c'est pareil pour les patrons. Mais après, forcément, il faut un peu le temps de se rendre compte de comment les choses fonctionnent réellement. Ça va dépendre de beaucoup de choses, mais assez rapidement, on se rend compte de si on s'entend bien et de si on est assez aligné. Après, il faut quelques mois pour voir dans l'application concrète des choses. Est-ce que ça concorde toujours? On va dire quelques mois. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux étudiants qui nous écoutent? Quel message positif tu aurais envie de leur transmettre? D'abord qu'il faut parler, discuter entre nous, que c'est que en parlant qu'on sait vraiment ce que les autres y pensent, pas en essayant de deviner. Donc non, c'est important de parler, d'exprimer ce qu'on ressent pour pouvoir avancer avec les autres. Donc parlez-en, si ça va pas, parlez-en, vraiment. Et ensuite, que c'est vraiment un métier fabuleux et qu'il faut prendre le temps de trouver effectivement une clinique qui correspond à nos valeurs, mais tenez bon, vous allez la trouver et vous allez voir que c'est génial en fait. Bon, c'est un super message. Et aux patrons qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils aient envie de vous former, de vous accompagner et de vous laisser le temps justement? En fait, on est quand même déterminés. On a passé 7 ans dans nos études coûte que coûte et parfois pour le plus dur pour certains moments. Et en fait, on a vraiment envie d'y arriver. Et donc, effectivement, il faut nous laisser un petit peu de temps au départ, mais après, je pense que vous serez pas déçus. Bon, c'est un message qui sera, j'espère, entendu. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que tu voudrais ajouter? Non, je crois que c'est déjà pas mal. Oui, on a été exhaustifs. Est-ce que si des confrères et des consoeurs ou des étudiants veulent te contacter, comment ils peuvent le faire? Déjà bien, c'est avec grand plaisir, donc y a pas de souci, n'hésitez pas. On peut mettre, j'imagine, mon mail en commentaire et puis sur Facebook. Alors on met pas les mails perso en commentaire, mais parce que voilà, par les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Oui, par les réseaux sociaux, Facebook surtout, LinkedIn j'y vais pas trop, mais Facebook, Messenger, aucun problème. Cécile MCT.
Bon, impeccable. Je te remercie Cécile de nous avoir contactés. C'était très sympa, cette discussion était sympa et puis instructive. Tout ce qui concerne le mal-être étudiant, c'est quand même un sujet aujourd'hui d'actualité et puis qui fera écho, je pense, à pas mal de nos confrères, consoeurs et étudiants qui sont en poste. Donc merci beaucoup pour ça. Je te souhaite une très bonne continuation dans ton métier de vétérinaire équin. Merci beaucoup. Au revoir Cécile. Salut. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.